Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast ou Sexiste, ou le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour traiter une nouvelle thématique de manière pluridisciplinaire. Et aujourd'hui, c'est un épisode particulier, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais ça l'est. Nous sommes le 9 octobre 2023 et c'est le début des semaines d'information en santé mentale organisées par l'IREPS de Corse. Et nous organisons notre première table ronde avec du public au CIAS d'Ajaccio. J'y reviendrai tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, nous allons traiter de la santé mentale à tout âge et pour cela, je suis accompagnée de pas mal de personnes et je vous remercie. Evelyne Ferry du CIAS. Bonjour. Pascal Miniconi de l'IREPS. Bonjour. Laura Fro du numéro 3114. Bonjour. Et sur les petites chaises à côté, on fera un roulement tout à l'heure. Vous avez Nadine Chelli et Patrick Migliasso du C2R2, je précise Castelluccio, et Sophie Ettori, psychologue de la Maison des Ados au Sud-Corse. Et nous allons nous appuyer sur des témoignages anonymes de personnes ayant eu un parcours en santé mentale. Donc pour des personnes qui seraient sensibles, j'annonce que nous allons parler de tentatives de suicide, d'accompagnement psy, de dépression, de burn-out et de perte de proches. Nous allons à travers cette table ronde tenter de déstigmatiser l'accompagnement en santé mentale et de parler du rétablissement et de la réhabilitation. Donc, comme je vous le disais, nous sommes nombreux et nombreuses autour de cette table. Nous allons tourner et nous avons du public. Nous répondrons à d'éventuelles questions et vous écouterons en fin d'émission. Donc, commençons tout de suite avec Pascal Miniconi de l'IREPS qui va nous présenter les semaines d'information en santé mentale. Merci Audrey pour cette belle introduction. Alors je vais être plutôt bref puisque je vais laisser plutôt la parole aux nombreux partenaires qui sont présents aujourd'hui et je tiens à saluer en tout cas le travail d'Audrey pour réunir tous ces partenaires. Rapidement, pour contextualiser un petit peu cette table ronde novatrice, puisqu'elle est enregistrée aujourd'hui. Donc elle s'inscrit dans les semaines d'information sur la santé mentale. Les CISM, ce sont 2 semaines chaque année qui se déroulent au mois d'octobre pour parler de la santé mentale. Et chaque année, ces CISM, elles ont une thématique qui est définie par un collectif national. Donc cette année, c'est à tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit. Et donc cette table ronde a repris la thématique de l'année. Et l'idée, c'est qu'un peu partout sur le territoire national se déroulent des actions de promotion de la santé mentale afin de déstigmatiser les questions liées à la fois aux maladies, mais tout ce qui concerne la santé mentale. Aussi bien le bien-être que les troubles psychiatriques ou bien entendu les problèmes liés aux tentatives de suicide ou au phénomène d'addiction, tout ça. Donc du coup, ces 2 semaines qui sont riches, elles ont pour but d'informer le grand public sur les questions de santé mentale, qui est quand même un sujet, quand on le présente comme ça, qui paraît un peu lourd, mais du coup, ça permet aussi d'apporter un peu un côté léger à la thématique en essayant de faire des animations comme celle d'aujourd'hui pour essayer de débattre de manière un petit peu décontractée sur ces thématiques et de voir un petit peu ce qui existe sur le territoire. Ça répond aussi à l'objectif de réunir les partenaires. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Et l'idée de ces réunions, c'est d'échanger, de se connaître, d'informer sur les dispositifs et bien sûr d'améliorer derrière
le parcours, en tout cas, tenter d'améliorer, de contribuer à améliorer le parcours des personnes qui auraient besoin d'un accompagnement qui soit aussi bien au niveau du soin qu'au niveau social ou médico-social, ou même de répondre à des questions toutes simples sur qu'est-ce que c'est, comment ça se passe au niveau des émotions, la gestion des émotions, et en tout cas de travailler un petit peu tout ça. Donc voilà, je tiens à remercier tous les partenaires qui sont présents aujourd'hui, à remercier Audrey qui va à travers cette table ronde balayer un vaste sujet, puisque du coup, si j'ai bien compris, on va parler aussi bien de prévention que de soins, et après le soin, qu'est-ce qui se passe. Donc écoutez, moi je vais en rester là en tout cas, et écouter attentivement les témoignages de tous les professionnels pour voir un petit peu ce qui se fait sur l'ensemble du territoire, voilà, pour les populations. Merci beaucoup Pascal Miniconi pour cette présentation de l'IREPS et des semaines d'information sur la santé mentale. Nous allons passer à Evelyne Ferry qui va nous présenter le lieu dans lequel nous sommes, le CIAS d'Ajaccio. Alors oui, bonjour, donc je suis Evelyne Ferry du CIAS du pays ajaccien. Alors je fais la correction, je me permets, puisqu'évidemment il s'agit des 10 communes qui constituent la communauté d'agglomération du pays ajaccien, et pas uniquement d'Ajaccio. C'est le champ d'intervention. Le CIAS, donc partenaire de cette journée, mais pas que, puisqu'on conventionne aussi bien avec l'IREPS et podcast dans différents domaines qui concernent la santé au sens large et la prévention, que ce soit le contrat local de santé, le contrat local de santé mentale, mais aussi toutes les actions de prévention de santé et santé sexuelle et violences faites aux femmes. Et voilà, d'autres partenaires qui sont là, merci, et je les remercie d'ailleurs d'être là, même dans le public. Donc le Centre intercommunal d'action sociale est un établissement public administratif à vocation sociale qui gère la politique sociale de la communauté d'agglomération. Donc à ce titre, évidemment, il a un service de développement social et d'accompagnement, d'accès aux droits, de domiciliation, mais pas que. En fait, il y a une action sociale alors qu'on dit facultative, elle n'est pas facultative puisque c'est là où les politiques ont placé leurs priorités. Donc tout ce qui est action en faveur des seniors, de l'animation sociale territoriale sur tout le territoire intercommunal, la jeunesse et évidemment la citoyenneté. Ce sont les grands thèmes des services en fait et des actions qui sont menées. Et à ce titre-là, notre mission évidemment est d'informer, orienter et mettre en place en cas de vacances en fait d'activités ou de dispositifs. On intervient là où le droit commun n'intervient pas et généralement en complémentarité. Par exemple, à titre d'exemple, le transport à la demande pour les seniors, ce n'est pas un nouveau service de transport en commun. Les transports en commun existent, les VSL existent, les taxis médicalisés existent. C'est quand tout le monde a épuisé ce système-là que nous intervenons. Voilà, donc on a vraiment une action sociale, on va dire, complémentaire en fait des dispositifs existants. Donc évidemment, nous sommes heureux dans le cadre de nos actions en fait d'accueillir ce premier podcast en direct et en public, et de participer à cette action, sachant que tout ce qui est prévention santé et prévention en santé mentale, je crois qu'est une des priorités cette année, que ça soit au niveau national ou en tous les cas dans les grandes lignes de ceux qui nous sont orientés pour nous. Voilà, la prévention santé au sens large et la prévention santé mentale font partie des objectifs de nos actions depuis quelques mois. Et on en est ravis. Parce qu'il y a une forte demande aussi, les gens ne l'expriment pas forcément avec ces mots-là. Si on est là aujourd'hui aussi, c'est parce qu'il y a des besoins et qui remontent des usagers, des bénéficiaires, quels qu'ils soient. Qu'enfin, on est entendu aussi, ces personnes-là sont entendues au niveau, qu'elles soient interco, régional ou national, et qu'on va donner une meilleure visibilité déjà aux structures qui interviennent depuis des années dans ce champ.
afin de mieux les connaître et que mieux orienter aussi sur les structures. Nous, ça va nous permettre aussi de former au premier secours en santé mentale tous nos travailleurs sociaux, tous les intervenants que nous avons, et notamment ceux qui interviennent dans le portage de repas ou ceux qui sont au contact premier des usagers et nos animateurs, parce qu'il y a donc dans le cadre de nos activités, de nos animations, on peut aussi être témoin ou en tous les cas premier recueil de difficultés des personnes. Alors essentiellement chez nous des seniors au niveau du service animation parce que ce sont les plus disponibles en journée, mais pas que. Et souvent, on est une porte d'entrée pour les grands-parents qui s'inquiètent pour leurs petits-enfants ou leurs enfants. Donc, de pouvoir apporter aussi cette première information, de leur dire où aller trouver un appui, un accompagnement, ça fait aussi partie de nos missions. Et j'espère grâce à vous, on est un peu mieux informés, un peu mieux formés. Et donc, on peut mieux répondre aussi aux différentes sollicitations. Voilà, et donc, le CIAS donc, est sur l'ensemble du territoire. Pour dire les lieux où on est, donc ici, on est à l'espace Alban. Aux 4 rue Docteur Del Pellegrine. Les travailleurs sociaux sont 3 rue Sœur Alphonse dans nos locaux historiques. Et après, nous avons évidemment des permanences sur Père, Alat, Sarola, sur toutes les communes qui peuvent nous accueillir. Voilà, donc vous pouvez nous trouver et nous appeler ou venir pousser la porte. C'est bien, on est sympathique. Merci beaucoup Evelyne Fer. Et donc de ce premier tour de table, nous arrivons à Laura Fro du numéro 3114. Nous t'écoutons. Donc bonjour et merci. Voilà, du coup, moi je suis Laura, je suis infirmière à l'unité de prévention du suicide avec 2 dispositifs qui sont le 3114 et Vigilance. Donc je vais vous présenter mon équipe. Donc on a un médecin psychiatre qui est le docteur Isabelle Aquavive, un cadre de santé, Sébastien Garillo, une secrétaire, une chargée de réseau et pour toute la partie des professionnels qui répondent au téléphone, donc il y a 3 infirmières dont je fais partie et une psychologue qui a 50%. Donc on est basé à l'hôpital de Castellucci, mais on s'occupe de toute la Corse, aussi bien les personnes mineures que les personnes majeures. On est ouvert depuis un peu moins de 2 ans maintenant. Donc, du coup, je vais commencer par vous présenter donc, le numéro 3114, qui est le numéro national de prévention du suicide. En France, il y a 15 centres, plus 3 qui vont bientôt s'ouvrir. C'est un numéro... c'est une écoute professionnelle, confidentielle et gratuite. C'est de la prévention universelle, donc ça veut dire que ça s'adresse à toutes les personnes. Donc aux personnes qui sont en souffrance, aux proches qui ont des idées suicidaires ou pas, aux proches, familles, voisins, amis qui sont inquiets pour l'un des leurs, aux personnes qui sont endeuillées par le suicide, on appelle ça la postvention, et aux professionnels, qu'ils soient de santé ou non. C'est une ligne qui est du coup disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En Corse, nous, on est ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi. Et en dehors de nos horaires d'ouverture, c'est notamment Montpellier qui prend le relais des appels en provenance de Corse. La différence avec toutes les autres lignes d'écoute qui existent déjà, c'est qu'on est des professionnels de santé, non pas des bénévoles. On est formés donc à l'évaluation, à l'intervention téléphonique de crise et à l'orientation. D'où l'importance du travail en réseau, donc pour à la fois nous faire connaître du public qui peut avoir besoin de nous et aussi pour bien connaître nous les ressources qu'on a en région pour orienter les personnes de façon adaptée et personnalisée. C'est le 3114 en Corse, c'est environ 500 appels sur les 2 premiers trimestres de 2023. Et voilà pour le 3114. Maintenant, du coup, je vais vous présenter Vigilance. Donc, c'est un dispositif de recontact téléphonique qui s'adresse aux personnes qui ont déjà fait une tentative de suicide. Donc, c'est ce qu'on appelle la prévention ciblée. Le but, donc, c'est de maintenir le lien après un passage aux urgences pour tentative de suicide ou une hospitalisation, dans le but d'éviter que la personne elle réitère un geste suicidaire.
On sait qu'une personne à qui on propose l'entrée dans le dispositif vigilance a réduit de 38% le risque d'un nouveau passage à l'acte, donc c'est quand même pas négligeable. C'est un dispositif qui est proactif mais non intrusif. C'est le soignant qui va vers le patient, mais le patient peut nous appeler à tout moment lorsqu'il en a besoin. Ça lui permet de savoir qu'il y a des professionnels qui pensent à eux, qui sont à leur écoute en cas de besoin. C'est d'autant plus intéressant pour les personnes qui n'ont pas de suivi, qui sont isolées ou qui ont peu d'étayage, mais c'est également pour les personnes qui ont déjà un suivi, donc soit en CMP, centre médico-psychologique, ou en libéral. Ça reste quand même leur interlocuteur principal. On ne remplace pas le suivi qui est le suivi initial, mais par contre on se rajoute à ça, on est le filet de sécurité supplémentaire. Pour chaque appel, donc, il y en a 3 en l'espace de 6 mois. La veille téléphonique dure 6 mois, plus si besoin. On transmet notre compte-rendu aux professionnels de santé, donc médecins traitants ou psychiatres. C'est ce qu'on appelle donc la clinique de l'inquiétude. Parce que vigilance, c'est bien, ça fonctionne, mais pas sans l'aide de tous les autres partenaires. Par exemple, pour les médecins traitants, ça leur permet, s'ils ont connaissance que leur patient a fait une tentative de suicide, ils peuvent par exemple fractionner leur prescription médicale, voire même mettre en place des infirmières libérales. Voilà. Par rapport aux chiffres, donc nous là actuellement sur Vigilance, on a 392 patients qui sont sur notre base de données et on a une file active d'environ 150 personnes, donc qui sont des personnes qui sont en cours de veille. Voilà. Donc nous on fait partie des 32 centres Vigilance qu'il y a actuellement en France. Voilà. Le tout premier a vu le jour en 2015 et nous on est ouvert du coup depuis fin 2022. Merci beaucoup pour ce premier tour de table. Je vais lancer un premier témoignage, comme ça on a le temps d'écouter. C'est une femme de 25 ans, anonyme, qui a souhaité que sa voix soit modifiée. Je lui ai demandé quel était son parcours et comme ça on a le temps de changer avec les autres intervenants. Est-ce que tu as été en dépression? Oui, je dirais ça, mais c'était plutôt causé par certains événements qu'il y avait eu dans ma vie, qui ont été très durs à digérer et à accepter aussi. Et puis j'avais peu de soutien de mon environnement, je dirais, dans ma famille ou de mes proches en général, à part une personne qui a toujours été présente pour moi. Et c'est ça qui a fait que c'était très compliqué. Moi, comme première, déjà, on va refaire un tour de table très rapide. Si vous pouvez vous présenter en une phrase et présenter votre service. On commence par Nadine Cheli. Bonjour, donc Nadine Cheli. Moi, je suis éducatrice spécialisée sur l'hôpital de Castellucci avec des fonctions sur le CDR2, donc le centre de réhabilitation psychosociale orienté rétablissement. On est un centre territorial aussi et un centre de proximité. On a une double casquette. Donc on a des missions à diffuser sur la Corse aussi, à aider centres support pour les autres services de soins qui veulent s'orienter rétablissement. Je vais laisser après la parole à mon collègue. Patrick Miliasso, donc je suis case manager infirmier au centre de réhabilitation psychosociale à Ajaccio. On se situe donc à la rue Jacques Gavine, derrière la FNAC. Voilà, je travaille avec Nadine, donc, qui est éducatrice. Nous, on est 3 case managers sur le centre de réhabilitation. Et on termine par Sophie Eto. Alors donc du coup, je suis Sophie Eto et je suis aussi personnelle de l'hôpital de Castellucci. Je suis moi psychologue, clinicienne et je suis mise à disposition sur la maison des adolescents Sud-Corse qui se situe sur la commune de Porto Vecchio. Vite fait en 2 phrases, la maison des ados, c'est un dispositif qui est national. On a sur tout le territoire français d'accueil, d'écoute, d'accompagnement des adolescents et des jeunes adultes de 11 à 21, voire 25 ans. C'est le cas de la MDA Sud-Corse, puisqu'on reçoit les jeunes jusqu'à 25 ans. Voilà, qui sont donc on s'en occupe in situ ou de concert avec nos partenaires sur le territoire, donc notamment les CMP, les missions locales, l'hôpital quand il y a besoin, etc., etc. Voilà.
Merci beaucoup à tous les trois. Donc on a écouté avec ce premier témoignage ce qu'elle pensait de ce qu'elle avait vécu. Donc si vous le souhaitez, moi j'aimerais commencer par une définition. On commence toujours un peu par ça. C'est quoi la santé mentale ? J'en ai une première, si vous voulez, de l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, qui dit que c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou infirmité. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette définition ? Moi, oui, je pense que ça c'est la définition officielle. Après, je pense que c'est un état ressenti par la personne dans sa manière de se sentir dans la société, au niveau personnel, au niveau de ses liens sociaux, au niveau de son travail. C'est tout un équilibre qui parfois vacille et qui peut l'amener à consulter un psychiatre ou arriver chez nous dans un centre de réhabilitation pour justement reprendre cet équilibre et aller vers son rétablissement. Oui, alors du coup, moi, j'avais déjà répondu à ton micro à cette question-là, je me souviens bien, je ne sais plus quand c'était, mais... Il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans, oui. Et le mot complet m'avait fait tiquer, effectivement, parce que c'est vrai que c'est sacrément ambitieux de définir la santé mentale comme ça, comme un état de complétude. Aucun problème, aucun souci et tout va bien. Il y a toujours des difficultés dans n'importe quelle vie. Dans le témoignage, d'ailleurs, elle commence le témoignage en disant qu'elle souffre de dépression, mais que c'est réactionnel. Et la santé mentale, en tout cas le baromètre de la santé mentale, ça va pour moi être défini comme notre capacité finalement à réagir à l'environnemental, à ce qu'il y a autour, sachant que la santé mentale, c'est multifactoriel, c'est bio, psycho, social, c'est un ensemble, et un ensemble complexe. Et ça a le mérite de poser le mot santé mentale qui maintenant est un peu partout, qu'il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans en arrière, on en parlait beaucoup moins. Ça permet de compléter ce qui était juste présenté comme la santé ou la santé somatique et de mettre en valeur que c'est un ensemble et que c'est un tout. En fait, la santé mentale fait partie de la santé physique et inversement. Est-ce que l'on va essayer d'atteindre une sorte de bien-être ? Si j'essaie de simplifier grandement ce que vous venez de dire. De bien-être suffisant, moi je dirais. Voilà. Parce que l'idée, c'est pas d'atteindre l'extase tous les jours de la vie, parce que sinon, on peut... C'est aussi dans l'adversité, dans les moments difficiles, je pense que chacun peut arriver à la fois se connaître et connaître ses réactions, ses fonctionnements internes et à savoir faire avec. C'est quelque chose vers lequel on tend. Il ne faut pas non plus que ça apparaisse comme une espèce d'idéal, en fait. Moi, c'est ça qui me gêne dans cette définition, c'est qu'on a l'impression qu'il faut être dans la performance dans la santé mentale. Et d'ailleurs, tout ce qui va être marché du bien-être, vous avez qu'à aller dans n'importe quelle librairie, le développement personnel, etc., ça peut mettre une espèce de pression sur les gens. Se disent, en fait, moi, je ne suis pas joyeux tous les jours. Est-ce que j'ai un souci ou est-ce que je suis normale, en fait ? Voilà, c'est aussi important de remettre sur le continuum qu'est-ce qui va être classique, normal. À quel moment on va arriver dans le champ de la pathologie et à quel moment, du coup, on va pouvoir dire là, je pense que je ne vais pas y arriver tout seul, je vais peut-être avoir besoin d'un coup de main des professionnels, de mon entourage, etc. Mais pas trop se mettre la pression quand même. Parce que c'est normal aussi d'être triste, c'est normal d'être énervé, c'est normal, les émotions, elles sont complètement OK. Et le bien-être complet, il est transitoire et c'est normal. Ça participe peut-être à une sorte de charge mentale. On y reviendra tout à l'heure. Tu as fait un peu ma transition. Comment est-ce qu'on diagnostique ? Je pense que moi, pour diagnostiquer, souvent c'est un médecin qui pose un diagnostic, mais maintenant c'est la personne elle-même qui ressent une difficulté et qui a le courage de pousser la porte d'un CMP ou d'un centre de réhabilitation qui se décide à un moment donné de se dire je vais pas bien et je décide d'aller mieux, et donc c'est une démarche personnelle. Ou alors ça peut être les familles aussi des fois qui sont
un petit peu désemparés parce qu'ils ne savent plus trop comment faire pour aider leur enfant ou quelqu'un de leur famille. Et du coup, ils viennent solliciter un petit peu comme ça, pousser les portes pour trouver de l'aide, en fait. Oui, idéalement, il faudrait qu'on soit, je pense, bon après voilà, c'est en cours, hein, les compétences psychosociales se développent sur tous les territoires, de manière à ce que les gens puissent savoir, avoir une connaissance eux-mêmes, une métacognition d'eux-mêmes, en fait, savoir à quel moment ils pensent des choses et à quel moment on est dans le domaine du classique et à quel moment on est dans le domaine du pathologique où on se sent glisser. On n'a pas forcément d'emblée cette réflexion, cette pensée réflexive sur soi-même. C'est important peut-être justement à travers des journées comme celle-ci, les semaines d'information santé mentale, qu'on puisse se rendre compte qu'on a tous une santé mentale, de la questionner et de savoir dire, de la même manière que quand tu traînes un rhume, tu finis par aller chez le docteur, de te dire, là, je n'y arrive plus. Exemple, on va prendre un exemple, puisqu'on était avec un témoignage sur de la dépression. J'ai plus envie de rien, je n'arrive plus à prendre de plaisir dans ce qui me faisait du bien auparavant. Je pleure, les choses m'apparaissent comme insurmontables. Je pense que là, j'ai besoin d'avoir un recours à un professionnel. Voilà. Alors moi, je dirais que c'est quand la personne elle-même, comment elle fait pour s'apercevoir que ça ne va plus et qu'elle ne peut plus. C'est déjà, je pense, quand elle s'aperçoit qu'elle n'a plus les ressources internes qui lui appartiennent, d'avoir juste une vie satisfaisante. Et que du coup, elle espère autre chose et en tout cas, elle a envie d'autre chose. Et à partir de là, je pense qu'elle devient actrice de son processus. Et du coup, elle va trouver une tierce personne, en tout cas, peu importe laquelle elle trouvera. Après, à nous de mieux la réorienter par rapport à ce qui va lui convenir. Mais je pense que c'est ça pour moi. La notion de ressources est super intéressante, importante de toute façon, parce que c'est ce qui est grignoté, qui est plus aussi efficient en fait quand on est dans le trouble, qu'il soit anxieux, dépressif, etc. Et même si on sait qu'il y a l'ombre de nos ressources qui sont parfois encore là, c'est important de tomber sur son chemin sur des professionnels de santé qui vont pouvoir stimuler ces ressources-là. Et donc vous, en tant que centre de réhabilitation ou les pros en CMP, etc., nous en MDA. Ouais. Et comment donc vous recevez par exemple une personne en consultation? Comment est-ce que, ou pas, on est une tierce personne à qui quelqu'un vient se confier à nous, écoute, là, je me sens pas bien, etc. Comment est-ce qu'on accompagne? Alors, peut-être dire que le modèle du patient qui parle tout seul avec le médecin qui attend, le canapé, tout ça, ça n'existe plus trop. Parce que ça, c'est toujours une image que peuvent avoir les gens et c'est super impressionnant. Et moi, je sais que je n'irai pas dans une configuration comme ça pour traiter un souci de santé mentale, c'est sûr. Non, c'est un échange. C'est un échange dans la bienveillance, dans l'empathie, où nous, on va se mettre vraiment dans le cœur de la problématique de ce que la personne elle amène, en fait. On n'est même pas en train, forcément, sur un premier recueil de paroles, à chercher à résoudre les problèmes, c'est pas ça. On est juste dans la compréhension. C'est un premier pas vers une mise en sécurité de la personne. Je te comprends, on va pouvoir amorcer, que ça soit en embrayant un travail directement parce qu'on est professionnel de santé, ou on n'est pas professionnel de santé et on dit écoute, là je vais prendre du temps, je vais t'écouter et ça va bien se passer et ensuite je t'orienterai. Oui, en même temps, nous, on peut accueillir donc, l'usager avec sa famille, on fait des entretiens en commun et puis on voit un petit peu les problématiques, les freins, les obstacles et on fait un état des lieux pour après vraiment passer à une phase de planification, de plan avec la personne et suivant ses objectifs qu'on aura pu évaluer ensemble et déterminer quels sont ses objectifs. C'est vraiment la personne qui est au cœur du dispositif et c'est elle qui choisit de travailler sur ce qu'elle a envie au niveau de ses besoins. Et après, au niveau des freins, nous, on va l'accompagner en proposant des outils adaptés pour peut-être changer des façons de penser, des comportements ou des pensées
Donc c'est toujours très orienté thérapie cognitivo-comportementale. Et voilà, et donc là, c'est tout un processus qui permet de changer sa manière d'être au monde, en fait. Hein. Est-ce que tu peux préciser ton terme psycho-comportemental ? Alors, c'est tout ce qui est les fonctions cognitives, c'est tout ce qui met en relation aux autres, en fait. Hein. Donc, ça peut être la mémoire attentionnelle, la mémoire de travail, mais aussi les relations aux autres, les attributions qu'on va avoir, qu'on va attribuer à autrui ou qu'on va s'attribuer à soi-même. Donc, tout ça, on va essayer de les reconstruire, changer un petit peu sa vision de comment il s'imagine, comment on va, les perceptions qu'on a des autres qui influent sur le monde intérieur en fait, de la personne. En fait. Et donc ça, c'est des techniques validées scientifiquement. C'est ce qui est le plus reconnu au niveau de l'efficacité, en fait, hein, par rapport à la psychanalyse qui a été un petit peu Oui, on sait que maintenant les TCC, c'est souvent une thérapeutique qui est mise en avant pour beaucoup de soucis en santé mentale parce qu'on sait que ça fonctionne bien, surtout les thérapies cognitivo-comportementales de dernière génération qui ont été quand même beaucoup plus... on mélange le côté cognitivo et comportemental avec une approche assez humaniste, ce qu'il n'y avait peut-être pas il y a 10 ans. C'est important de savoir pourquoi on va pas bien, de le comprendre. Par contre, il faut aussi qu'il y ait une mise dans la réalité, que la personne se rende compte qu'il peut y avoir un changement et de quelle manière il peut y avoir un changement, que ce soit sur son comportement ou sur sa vie interne, hein, vraiment ses pensées, la manière dont il peut y avoir une régulation de ses émotions, que c'est possible d'avoir une distanciation avec ses émotions, etc. Après, par rapport à l'accompagnement qu'on a sur la base des TCC aussi, ce qui est, nous, en tout cas, nouveau dans notre pratique hospitalière, c'est que moi, étant éduque, en tout cas, ça m'aide beaucoup. On part d'un statu quo, on évalue la progression, mais on évalue aussi la pratique professionnelle, chose qui c'est assez innovant pour nous. Et en même temps, on a une durée dans le temps de la prise en charge. Ce qui avant n'était pas forcément le cas dans les soins psychiatriques, quoi. On y est, on ne sait pas jusqu'à quand. On a un plan en fait. Voilà. Ça, voilà. On a un plan, ça rassure à la fois le soignant, ça rassure aussi la personne qui est accompagnée. Ce que j'entends, c'est que vous avez un plan que vous faites avec la personne qui vient vous voir. Voilà. C'est pas vous qui fixez des objectifs, on Non, en parlait tout à fait. avant l'émission. C'est que quand on était professionnel de santé, Voilà, c'est ça, on faisait... il y a combien de temps? Enfin, il y a quelques années, je pense que 10 ans, 10 ans. c'était les professionnels de santé qui fixaient les objectifs pour les patients. Bon, pour que vous puissiez aller mieux, vous devez atteindre tel objectif, tel objectif, tel objectif. Oui, vous allez travailler dans tel truc, c'est ça qui vous correspondrait le mieux en fonction de vos difficultés, alors que là, maintenant, on n'arrive plus à... Heureusement, on a changé ça, quoi. Mais on pensait bien faire à l'époque, hein, je veux dire. Avant, on pensait pour lui. Ouais, c'est ça, et après, là, du coup, ouais. c'est ce qu'on disait, le rétablissement. Donc, c'est quoi le rétablissement? On revient vraiment sur ça. C'est le concept qui a été innovant. Et en fait, c'est parti de personnes qui étaient usagées, qui ont vécu le trouble psychique. Et c'est eux qui ont modifié, qui ont dit, non, mais le rétablissement, c'est quoi? C'est une satisfaction de vie. Et c'est ça qu'on veut. Et c'est par leur témoignage que s'est construit le processus du rétablissement, en fait, le concept. Donc, c'est de la réhabilitation, c'est ça? Est-ce que vous pouvez définir réhabilitation et après on écoutera un autre témoignage? Donc, c'est le rétablissement. La réhabilitation psychosociale orientée rétablissement. Et c'est là où le soin a changé vraiment. Et on est parti dans ces nouvelles pratiques thérapeutiques. À défaut d'avant, comme on faisait. Je ne sais pas si je peux l'expliquer suffisamment bien, mais pour le coup, j'ai une définition d'un des témoignages de William Anthony qui, lui, a participé à ce concept. Et lui, comment il définit le rétablissement? C'est comme être une démarche personnelle et unique visant à changer l'attitude, les valeurs, les sentiments, les objectifs, les capacités et les rôles de chacun. C'est la façon de vivre une vie satisfaisante et utile, où l'espoir a sa place malgré les limites imposées par la maladie. Pour guérir,
le malade doit donner un nouveau sens à sa vie et passer outre aux effets catastrophiques de la maladie mentale. Très bien. Alors, on va écouter un deuxième extrait. Donc, cet extrait, c'est une personne de 15 ans, une jeune fille de 15 ans. Et pareil que le premier extrait que je vous ai fait écouter, elle a voulu être anonyme et donc j'ai modifié sa voix. Donc, c'est un peu moins agréable à l'audition, mais nécessaire dans le respect de la volonté de la personne. Alors, la première fois que je suis rentré à l'hôpital, donc vers le début d'été, je crois que c'était vers juillet, j'étais allé à l'hôpital parce que je m'étais scarifié et parce que j'avais des pensées suicidaires, des idées noires et tout. Et la deuxième fois où je suis rentré à l'hôpital, du coup, vers le mois d'août, ouais, vers le début du mois d'août, c'est parce que je ne me sentais pas vraiment en sécurité au monde extérieur, et que je continuais à avoir des pensées suicidaires. Enfin, j'étais pas bien aussi. Voilà. Qu'est-ce que on peut dire de cet extrait? C'est compliqué, hein, une personne de 15 ans, on l'entend dire des choses comme ça. Voilà, on se met pleinement dans la posture de quelqu'un qui écoute. Oui, on entend une détresse, mais après, j'ai envie de dire, à 15 ans, bon, c'est dramatique parce que c'est quand même très jeune, mais on le retrouve après à tout âge, des pensées suicidaires ou des passages à l'acte comme ça, c'est des choses qui sont fréquentes. Et voilà, c'est travailler en amont, donc grâce à le 31-14 ou des trucs comme ça permet de pallier justement, d'agir avant ça ou d'accompagner après s'il n'y a pas eu d'intervention. Mais il y a toujours, voilà, c'est en amont de faire la démarche vers les professionnels des fois qui peuvent pallier à ça. Mais c'est pas toujours évident. Alors, moi, je vais juste rajouter un petit truc parce que, étant éducatrice spécialisée et pas forcément soignante au titre d'infirmière, alors peut-être que ça a été dit avant dans la présentation du 31-14, mais j'ai décroché peut-être à ce moment-là, je m'en excuse. Mais en tout cas, moi, dans le 31-14 aussi, ce que j'apprécie en tant que professionnelle, c'est qu'également, on peut les appeler si on est face à un discours d'une personne comme ça, et ils accompagnent aussi le professionnel dans l'accompagnement de cette écoute, en tout cas, de savoir comment on peut faire, comment on réoriente, et je pense que c'est important aussi que les autres professionnels le sachent, quoi, que si on n'est pas dans la santé, mais on peut être accompagné aussi. Pour pas sortir démuni pour avoir une réponse adaptée. Sophie, tu accompagnes des adolescents principalement à la maison des adolescents. Est-ce que tu es confrontée à ce type de... Ben oui. Là, en tout cas, la problématique suicidaire, on y est malheureusement très souvent confronté. C'est une problématique qu'on retrouve. L'occurrence de cette problématique-là sur cette tranche d'âge-là est élevée. C'est pas pour autant qu'il y a un taux de suicide élevé quand même, mais il y a malheureusement beaucoup de crises suicidaires et de tentatives de suicide. C'est pas anodin, c'est jamais anodin, une crise suicidaire, une tentative de suicide à cet âge-là. On a tendance à penser que c'est bon, c'est l'appel à l'aide, on entend souvent ça, des phrases un peu toutes faites. Cette jeune a voulu attirer l'attention. Non, c'est le signe d'une souffrance profonde. C'est toujours le signe d'une souffrance profonde. Ce qui m'a interpellée dans le témoignage, c'est l'emploi des mots. Cette personne-là emploie la terminologie idée suicidaire. Et ça, c'est déjà énorme. Parce qu'en fait, on met les mots sur la chose. C'est très important parce qu'il y a souvent on édulcore souvent, on dit idée noire. D'ailleurs, il l'a dit aussi. Hein, il a dit aussi. Ouais, il a dit aussi. Voilà, on est un peu dans après, jeune fille, 15 ans. Jeune fille, 15 ans. Oui,
il. Oui, je dis il. En fait, c'est elle, Ouais, pardon. parce que la voix. La voix faisait un peu plus grave, mais effectivement, non, c'est important de dire les choses, de les nommer. Et idée suicidaire, et j'ai perdu le fil de ma pensée du coup. Pardon. On édulcore. Non, voilà, on d'en parler enrobe. justement, D'en parler, et de voilà. pas justement de Oui, c'est vers ça. d'un revers de main, de parler d'idées noires et Voilà. pas affronter de front. Idées noires, ça veut dire quoi? Et on y va, Oui, on en parle jusqu'au mais- bout. Voilà, de quoi on parle exactement. C'est quoi. ça, Voilà. merci. Ouais. C'est important d'affronter ce truc-là. Et en fait, ça soulage. Ça soulage la personne en face qui justement se bat peut-être continuellement du matin jusqu'au soir avec ses idées obsédantes. Et très souvent, quand on pose les mots, ça fait déjà redescendre le niveau d'angoisse. Je dis pas que ça résout le problème, hein, mais ça légitimise. Moi, je me rappelle au début de ma profession, on demandait aux professionnels de ne pas parler de suicide parce que ça allait donner des idées. Ça, c'est un concept totalement faux, quoi. Il faut mettre les pieds dedans, il faut y aller, il faut savoir de quoi on parle, quoi. Voilà. Et il faut vraiment que la personne elle libère un petit peu tout ça. Et elle a besoin de parler de sa souffrance, il faut qu'elle soit entendue, quoi. Donc tout à l'heure, Sophie. Donc d'où l'utilité du 31-14, quoi, pour vraiment décharger un petit peu ces charges émotionnelles qui sont vraiment paroxystiques et qui peuvent entraîner des scarifications ou autres, quoi. Ouais, on le répétera tout au long de cet épisode. Le 31-14, c'est vraiment un numéro essentiel pour toute personne qui ne serait-ce envie de parler de ce qu'elle ressent. Donc tout à l'heure, Sophie, tu parlais des compétences psychosociales. Identifier, c'est ce qu'on est en train de dire, hein. Je vais revenir sur la définition, vous allez comprendre mon explication. Savoir identifier ce que l'on ressent, savoir identifier ses émotions, avoir conscience aussi des émotions que l'on ressent, savoir les exprimer à autrui ou même à soi, savoir les gérer avec ses capacités internes ou avec quelqu'un d'autre. Et donc j'ai une collègue de Pascal Miniconi de l'IREPS qui malheureusement ne peut pas être présente cet après-midi, mais que j'ai interviewée la semaine dernière pour qu'elle nous parle des compétences psychosociales. Donc on écoute cet extrait. Je m'appelle Maria-Amélie Dolcero, donc je suis chargée de projet compétences psychosociales au sein de l'IREPS. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les CPS, donc compétences psychosociales. Pour revenir un peu sur la définition de Santé publique France, c'est un ensemble cohérent et interrelié de capacités psychologiques, donc cognitives, émotionnelles et sociales, impliquant des connaissances, des processus intrapsychiques et des comportements spécifiques qui permettent de renforcer le pouvoir d'agir, donc l'empowerment, de maintenir un état de bien-être psychique, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de développer des interactions constructives. Donc on voit quand même à travers cette définition que c'est vraiment une approche globale qui va avoir un réel impact sur l'équilibre psychique de la personne en devenir. Et ce qui est vraiment fondamental dans cette notion des compétences psychosociales, c'est qu'il faut l'entendre en perpétuel mouvement tout au long de la vie. C'est-à-dire que quand on va être enfant, on va peut-être avoir des niveaux de compétences psychosociales assez faibles qu'on va pouvoir développer au sein de l'environnement familial ou au sein de l'école par exemple. Et puis, au fur et à mesure de ces interactions, elles vont pouvoir se développer. Voilà. Sur un niveau ou sur les 3 niveaux qu'on a cités auparavant. Et donc ça aiderait vraiment à prévenir certaines problématiques en santé mentale. En santé mentale, oui, tout à fait. Et ça permettrait aussi justement d'influer sur les inégalités sociales, les inégalités de santé. Voilà, c'est vraiment un enjeu important, aussi bien au niveau social que sanitaire et même éducatif. C'est vraiment quelque chose, c'est une approche qui est vraiment globale.
Donc, ces compétences psychosociales, vous avez compris, sont un ensemble de paramètres que l'on essaie de développer tout au long de sa vie, qui nous permettraient, de manière cognitive, émotionnelle et sociale, de mieux identifier ce que l'on ressent et de mieux savoir le gérer et le communiquer. Donc, les objectifs de l'apprentissage de ces compétences psychosociales sont pluriels. Améliorer les capacités d'agir des individus, aider à développer des relations constructives, contribuer à faire face aux situations du quotidien en cas d'adversité. Ça aiderait à atteindre un bien-être satisfaisant pour la personne et à avoir une santé mentale correcte, à minimum, réduction des conduites à risque, on va parler de violence, d'addiction, et dans le cas des jeunes, réussite professionnelle et scolaire. Enfin, pas que des jeunes, mais dans ce cas-là, c'est ce qui est appris aux jeunes. Evelyne Ferry veut parler. Je t'en prie, rapproche-toi. Oui, justement à ce titre-là, nous avons mis pour le premier, nous avons fait un atelier découverte dans le cadre de la Semaine Bleue qui a eu lieu la semaine dernière. Et justement, on a adapté ce programme aux seniors. Parce que justement, c'était fait essentiellement ou pour des professionnels, ou pour des enfants, ou pour des ados, des adultes. Et c'est vrai qu'on ne pensait jamais aux seniors, mais qui ont accumulé justement toute leur vie des compétences psychosociales et qui n'ont jamais eu à le valoriser. Ils ne savaient même pas qu'ils avaient, ou qu'ils n'avaient pas conscience, en fait, de ces compétences-là. Et on a fait un premier atelier la semaine dernière pour justement tester et de pouvoir mettre en place après de façon régulière une formation aux compétences psychosociales, même si on va le faire ici, évidemment pour nos agents et pour le professionnel. Et j'encourage tout le monde à le faire, que ce soit par l'IREPS, que ce soit par la collectivité ou d'autres structures qui font ce type de formation, vraiment à participer et à faire ce genre de formation. Et on le fait justement pour les seniors et pour nos bénévoles seniors également, qui interviennent et qui recueillent aussi une première information, qui font un premier accueil des publics, aussi bien dans leur quartier, mais aussi bien dans nos structures. Donc vraiment, voilà, c'est quelque chose auquel on adhère fortement. Merci beaucoup. On ne va pas avoir le temps, malheureusement, de beaucoup développer les compétences psychosociales, mais j'ai des feuilles si vous ne connaissez pas les compétences psychosociales, si vous voulez vous renseigner, je peux vous les montrer tout à l'heure et on peut en discuter après cette table ronde. Moi, ce que j'aimerais qu'on discute maintenant de la déstigmatisation. Il y a plusieurs choses dans la déstigmatisation. Déjà, l'objectif de cette table ronde, c'est de dire que la santé mentale, quand on en parle, ça ne veut pas dire qu'on est fou. Hein, on utilise toujours cette insulte, tu es fou. On en parlait même la semaine dernière, tu es schizo, tu es bipolaire. Donc, pour revenir un peu sur de la sémantique, parce que j'adore, les insultes qu'on utilise, donc celles que je viens de citer, par exemple, sont des attaques verbales. C'est jamais à prendre à la légère, malheureusement, hein, parce que ça stigmatise une catégorie de personnes. Et par exemple, on ne va pas insulter quelqu'un de stylo, parce qu'un stylo, ce n'est pas stigmatisant. Donc, on va insulter pour blesser et attaquer la personne. Donc, je vous conseille le livre Garce, hystérique et autres joyeusetés, qui a été en partie rédigé par Laetitia Abad, qui a le compte Instagram C'est quoi cette insulte, qui déconstruit les insultes. Donc, pour comprendre le sens de nos insultes préférées, je vous conseille grandement ce livre. Et donc, pour reparler de déstigmatisation, stigmatiser cette approche en santé mentale. Ce n'est pas parce qu'on se fait accompagner, ce n'est pas parce que on n'est pas bien en ce moment qu'on est fou, ou même si on est fou, est-ce que c'est vraiment stigmatisant? Est-ce que c'est vraiment négatif? Non, on est, si on a une pathologie mentale chronique, on a simplement une pathologie mentale chronique, puis point barre. C'est d'employer ça comme des insultes. Alors, on avance là-dessus, hein, sur ces éléments de sémantique, comme tu dis, Audrey. Ça recouvre une réalité psychique derrière qui peut être dramatique, qui est d'une dureté au quotidien. Vivre avec une maladie mentale,
comme un trouble borderline, comme une bipolarité, un trouble du spectre schizophrénique, c'est très difficile, très 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 difficile. Donc c'est simplement, voilà, on a une pathologie et on vit avec, de la même manière que on peut avoir un diabète et puis on vit avec. Je pense qu'on est toujours le fou de quelqu'un, en fait. Et donc la folie, c'est encore un vaste débat sur la manière de définir à partir de quand je suis fou, à partir de quand je suis pas fou. Donc ça, pour moi, ça n'existe pas. Et surtout, on est tellement stigmatisant dans la société avec des films qui révèlent pas du tout la réalité de ce qu'est un trouble psychique. Et ça véhicule tellement de choses que, en fait, la stigmatisation chez l'usager va se transformer par de l'autostigmatisation. C'est-à-dire qu'il va se dire je ne suis pas capable parce que j'ai un trouble. Ça devient intériorisé, en fait. C'est ça, tout à fait. Et du coup, on tombe dans des processus qui, en fait, la personne, elle va pas s'autoriser à faire des choses parce qu'elle a ce trouble psychique, alors qu'elle a des capacités internes, elle a un potentiel qui peut être énorme, mais qui est freiné par cette autostigmatisation. Ouais, c'est important de souligner ça, que c'est pas parce qu'on est malade qu'on n'a pas de ressources, en fait. Justement, en fait, on trouve toujours une manière de développer ses ressources par rapport à notre situation, et on peut tout à fait imaginer une personne malade, qui peut être malade pendant des années, mais qui a développé des capacités alternatives que quelqu'un de pas malade n'aurait pas eu besoin de développer. Et donc ça donne parfois des résultats, des parcours de vie très très intéressants. J'ai des fois même des personnes qui ont des troubles 10 qui ont des stratégies alternatives qui sont vraiment déconcertantes, et on n'aurait pas fait mieux, je pense. Donc voilà. C'est-à-dire que non, c'est des usagers qui ont des troubles comme ça et qui finalement, avec ces troubles-là, ils ont réussi à faire plein de choses, alors qu'on ne les aurait pas prédestinés à les faire, parce qu'on leur aurait dit mais vous avez ce trouble-là. C'est la déstigmatisation des soignants, hein. On en parlait la semaine dernière. Les soignants ont peut-être même plus de choses à déconstruire que personnes qui ne seraient pas dans le médical, justement parce qu'ils ont des biais cognitifs sur des attributions parce qu'en fait, quand on est mettons infirmier en hôpital, on va recevoir tout le temps, pas tout le temps, mais souvent certaines pathologies. Du coup, on en conclut que les personnes atteintes de ce trouble-là, elles ne sont pas capables mais tous les gens qui ont ce trouble et qui ne viennent jamais à l'hôpital, vous voyez, mais du coup, ça construit un biais comme ça qui empêche un petit peu d'avoir un regard différent sur l'usager. Eh bien, je vous propose d'écouter un nouvel extrait. C'est un homme de 45 ans, bipolaire, qui a bien voulu témoigner. On écoute un extrait. Il m'est arrivé d'avoir des épisodes mixtes, c'est-à-dire qu'en l'espace, mais c'était très très succinct, très court, en l'espace de 10 minutes, je pouvais passer d'une joie intense à une mélancolie extrême, Donc c'est vraiment quelque chose qui vous fait tourbillonner le cerveau, on perd ses repères, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus à qui s'adresser, en tout cas on pense qu'on ne sait plus à qui s'adresser. Rupture du lien familial, des liens amicaux, enfin bref On se sent un peu paumé et on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Parce que forcément on a des idées noires et des idées pires, Voilà. Moi, ce que je retiens déjà de cet extrait, c'est que je peux me reconnaître dans ce genre d'épisode mixte. Donc, je n'ai pas de pathologie particulière, mais je me dis, il y a des fois où je vais être super heureuse, et puis d'un coup, il va m'arriver quelque chose, ou pas d'ailleurs, et je vais être très triste. Et donc, je pense que... je m'autocongratule. Cette table ronde est super parce que on parle de beaucoup de choses que beaucoup de personnes, je pense, ressentent, mais qu'on n'en parle pas parce que on se redit des choses. On n'est pas fou.
On va pas aller consulter un psy parce qu'on n'est pas fou. On va pas suivre une psychothérapie parce qu'on n'est pas schizo. Et pourtant, on ressent tous pas mal de choses comme ça, dont des épisodes mixtes. Je me suis vraiment retrouvée en partie dans cette explication. Alors, c'est moi que je vais prendre la parole parce que du coup, je ne suis pas soignante non plus. Mais du coup, j'entends ce que tu dis. Et pour moi, c'est un peu ça la maladie. À défaut d'une personne qui a un vrai trouble psychique, c'est la réunion de plusieurs symptômes qui fait qu'elle a cette maladie. Et j'ai envie de dire, presque, si on prenait des échelles, c'est un score. Est-ce qu'on a une checklist? Est-ce qu'on a tous les critères pour avoir cette maladie? Mais après, je pense qu'on a tous des petits morceaux à des degrés différents en fonction de qui on est et de notre vie, de notre contexte de vie. Mais du coup, c'est vrai qu'on a tous ces petits morceaux, sauf que les usagers en ont plusieurs. Et c'est ça qui fait la difficulté à vivre du coup, c'est plus difficile à vivre au quotidien. Oui, je crois que le critère, en fait, qui va permettre de distinguer une variabilité émotionnelle, une labilité émotionnelle, on va dire non pathologique, de quelque chose qui devient pathologique, ça va être la consistance dans le temps, l'intensité, la comorbidité avec d'autres signes, etc. Et puis et l'intensité. En fait, c'est compliqué les maladies mentales parce qu'on prend le DSM, par exemple, qui catégorise toutes les pathologies mentales, part d'un modèle médical où on essaye de mettre un mot sur un ensemble, c'est des définitions syndromiques. Sauf qu'en réalité, ça ne marche pas tout à fait pareil que les pathologies somatiques. Donc, on essaye de délimiter des champs. Parfois, on est en plein dans le champ, parfois pas tout à fait. Parfois, on correspond à certains critères, mais pas à tous. Alors, est-ce qu'on est vraiment bipolaire ou est-ce qu'on est vraiment borderline, etc. Ça évolue. De toute façon, voilà, les catégories évoluent avec et la société et les découvertes en neurosciences, etc. Le critère à retenir, c'est est-ce que ça impacte ma qualité de vie? Est-ce que je souffre au quotidien? Et à partir de là, oui, on est dans la maladie mentale. Et est-ce que je me mets en danger? Et est-ce que je me mets en danger? Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'il y a des conséquences comportementales. Voilà, un peu d'excessivité dans l'état émotionnel aussi. Hein. Donc et après, la dimension clinique, moi, j'aimerais juste revenir un peu sur les 5 dimensions du rétablissement. Donc on a la dimension clinique avec la rémission des symptômes. Donc ça, c'est quelque chose qu'avec un médecin, avec un traitement, on peut travailler sur ça. Mais sur le rétablissement, nous, on travaille aussi sur la dimension fonctionnelle, c'est-à-dire avoir un travail, des activités, être autonome. Il y a une dimension sociale, avoir un sentiment d'appartenance à un groupe, une dimension physique, c'est-à-dire agir pour une bonne santé, et une dimension existentielle, avoir un but à donner à sa vie, avoir du sens. Donc je pense que ça, c'est 5 dimensions qui permettent à une personne qui a un trouble psychique de retrouver en fait son rétablissement. En fait. Je trouve que c'est important, j'en profite d'en parler parce que... C'est super, voilà. Ça me fait la transition pour cette dernière partie. Hein. Je vous avais dit que ça allait être maximum 1h30. Bon, on arrive sur le dernier quart d'heure de cette table ronde-là et après on discutera avec les personnes présentes dans cette salle qui le voudront bien. Moi, j'aimerais qu'on parle donc dans ce dernier quart d'heure de comment est-ce qu'on s'en sort, entre guillemets, et aussi, parce que l'émission le veut bien, de genre. Donc on y reviendra dans un deuxième temps. J'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui, pour se sortir d'une dépression ou pour se soigner, ont des antidépresseurs. Optent pour des antidépresseurs. Et donc, j'ai une autre fille de 25 ans qui m'a parlé justement de sa prise d'antidépresseurs et de ce qu'elle en pense. Voilà, on écoute. Que là, la tristesse, elle devient insupportable sur la durée. Et évidemment, l'entourage fait que on te propose des aides. Et donc, j'ai accepté à ce moment-là de prendre un demi de paroxétine, donc la moitié d'un antidépresseur par jour. Et ça a fait légèrement son effet.
mais c'était pas suffisant au début. Et puis pendant un an et 2 ans, enfin à peu près 2 ans, c'était pas suffisant, c'était une microdose et en fait ça stabilisait légèrement l'humeur, mais j'avais toujours des tendances à être dans la négativité la plus extrême par moment. Et c'est quand après quand les choses n'évoluent pas et dans son quotidien, j'ai fini par me laisser convaincre que peut-être j'accepterais de prendre la dose entière. Voilà, donc elle a fini par prendre cette dose entière-là. Je vous spoil un peu le reste du témoignage. Et se sent mieux et tente de progressivement sortir de cette prise médicamenteuse, mais elle me dit que vraiment sans n'aurait pas réussi à stabiliser son humeur et que ça l'a vraiment aidé. Donc il y a d'autres extraits, hein, bien sûr, hein, de personnes à qui ça n'aide pas du tout parce que vraiment c'est un rejet de la personne des antidépresseurs, on n'en veut pas, et donc là ça fait beaucoup plus de mal que de bien, malheureusement. C'est vraiment du cas par cas, mais bon, pour cette jeune fille de 25 ans, ça a été vraiment une aide et un recours essentiel. Ouais, non, je crois qu'il ne faut pas se priver quand ça fonctionne. Hein, c'est bien de le souligner, des fois ça ne fonctionne pas, mais quand ça fonctionne, bah, il faut s'autoriser et à prendre la dose entière, hein, parce que c'est des doses qui sont calculées en fonction et du poids et de la réaction qu'a la personne. On ne prend pas la moitié d'un Doliprane, hein, on prend un Doliprane, et là c'est pareil. Ne pas avoir... On sent presque qu'elle avait honte de prendre la dose entière, en fait. C'est ça qui fait mal au cœur. C'était un rejet. Ouais. Et je pense que... Je suis pas tout à fait malade. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va pas me faire plus de mal de prendre la dose entière ? Il y a aussi beaucoup de retours, hein, qu'on a sur les antidépresseurs. Ça lobotomise. Enfin, voilà, des stigmatisant. C'est stigmatisant. Après, ce qui est important, c'est qu'avec les antidépresseurs, si on prend juste un antidépresseur et qu'à côté on se fait pas accompagner par une thérapie, bah, c'est pas que ça sert à rien, mais presque. Hein. Ça va venir abaisser le niveau d'angoisse. La paroxétine, voilà, ça casse bien l'angoisse. Ça va aider à mieux gérer les émotions. Mais s'il y a un problème de fond qui n'a pas été traité, bah, il y sera à la fin de la prise, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard. Donc non, c'est important de combiner l'approche médicale et l'approche psychothérapeutique, infirmière, l'accompagnement dans son quotidien. Voilà. Oui, les préconisations après dans le traitement antidépresseur, c'est 6 mois à 1 an. Voilà, c'est minimum. Donc après, donc ça se réévalue avec son médecin. Et voilà, si on commence à faire la moitié des dosages que le médecin pense on prend un comprimé, on bricole et du coup ça c'est moins efficace. Et après je pense que là derrière il y a aussi peut-être ce qu'on appelle l'insight, c'est est-ce que je suis vraiment malade. Il y a aussi cette perte de bonne santé, donc ça, c'est ce qu'on appelle le moratoire. C'est quelque chose où on se pose beaucoup de questions et il y a une perte un petit peu de l'état antérieur. Et voilà, nous, notre travail aussi, c'est d'amener vers, ok, ça c'était avant, mais maintenant, qu'est-ce que je veux, quel est mon sens dans ma vie, vers quoi je veux tendre, et là, c'est tout le travail qui commence, en fait. Et la perte et le renouveau, en fait, ouais, c'est clair. Et la sortie de crise, entre guillemets, une chose importante, puisqu'on parle d'antidépresseurs, peut-être pour les gens qui vont écouter, de ne pas s'automédicamenter et de ne pas arrêter une prise d'antidépresseur du jour au lendemain comme ça. Parce que alors là, ça peut être catastrophique. Donc, on parle de personnes qui, grâce à des médicaments, arrivent à s'en sortir. Et puis, il y a des fois des personnes qui font du déni. Donc, j'ai un nouvel extrait que l'on va écouter. Et il y aura une petite pause, mais je vais vous faire écouter un deuxième extrait de pourquoi ce déni. Là, cette fois, j'ai pris du lithium, parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et je m'y suis tenu pendant pas mal d'années. Ça a fonctionné, ça a même très très bien marché. Sauf qu'à un moment donné, stop, voilà, déni. J'en ai marre. J'en ai marre de me considérer comme un malade, quoi. En fin de compte, tout va bien. Mais non, tout allait pas bien, donc voilà, rechute. Et automédication, malheureusement, pendant une quinzaine d'années par l'alcool. Voilà, je suis tombé dans l'alcool. Non, en fait, le déni, il vient de la maladie elle-même, quoi. Voilà.
Parce que quand on est en phase maniaque, on se sent vraiment tout puissant, invincible, et on se dit, voire mégalomane, quoi. On peut avoir des pensées mégalo, quoi. Pourquoi je continuerais de prendre le médicament alors que tout va bien, quoi. Voilà. Mais ça, c'était quand tout allait bien. Et quand tout va mal, ben voilà, allô maman bobo, on recommence à pleurer et on va revoir son psychiatre. Voilà. Le déni fait malheureusement partie de la maladie, en fait. Voilà. Il n'y a aucune pathologie mentale au long cours où on ne trouve pas ces phases-là de déni. Et j'ai envie de dire qu'elles sont presque normales, parce que c'est aussi un élan de vie de se dire, mais je veux pas être malade, j'ai pas envie d'être dans ce cas et d'être dans de continuité-là, et j'en ai marre. Et c'est tout à fait entendable. C'est très dur à accompagner parce que, justement, il faut pas arrêter les traitements, mais il faut entendre aussi le ras-le-bol, il faut entendre aussi la pénibilité que ça puisse être. Donc, c'est des phases de prise en charge sur lesquelles il faut être, nous, en tant que soignants, super vigilants et encore plus à l'écoute que d'habitude des gens. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le témoignage, c'est le côté expérientiel, c'est-à-dire que là, on voit que la personne, elle a un vécu, un savoir qu'elle a acquis par l'expérience, et c'est là que c'est très enrichissant pour d'autres personnes. Je trouve que c'est un très beau témoignage. Je remercie encore les personnes qui ont bien voulu témoigner. C'est vraiment pas une expérience facile. C'est des personnes qui, à cœur ouvert, voire des fois pour la première fois, témoignent. C'est très courageux et vraiment pas évident. De le dire, de l'écouter. Enfin voilà, encore un très grand merci. Pour ces dernières petites minutes, j'aimerais revenir du coup sur le genre, comme je vous l'ai dit. Donc, j'ai eu 5 témoignages. En tout, j'ai fait un appel sur les réseaux sociaux, j'ai demandé à des partenaires. Donc, sur ces témoignages-là, 5 sur 6 étaient des femmes. Et 5 sur 6 avaient moins de 25 ans. Donc, là, je vous pose à vous, on va faire mais je ne l'ai pas enregistré encore. On y reviendra tout à l'heure peut-être. Donc j'aimerais qu'on fasse des suppositions peut-être, ou est-ce qu'on a des chiffres sur est-ce que le genre, on le sait, les compétences psychosociales, peut-être les émotions, cacher les émotions pour les garçons, c'est quelque chose qu'on enseigne, malheureusement. Donc des hommes qui se font moins suivre, d'où le fait peut-être qu'ils n'identifient pas des problèmes en santé mentale ou qui n'ont pas réalisé de parcours en santé mentale et donc ne vont encore moins aller témoigner, preuve de faiblesse hypothétiquement. Et aussi l'âge est-ce que c'est vraiment récent qu'on parle de santé mentale? Est-ce qu'il y a une nette évolution de la prise en charge en fonction de l'âge de ces dernières années? Voilà. Pourquoi plus de femmes et pourquoi plus de 25 ans? Alors, pour ce qui est du constat, je n'ai pas les chiffres généraux. Je peux te donner les chiffres de ma structure, du coup, où on va avoir entre 60 et 70% de filles. Oui, donc je rappelle, les 11-25 ans. Les garçons ont plus de mal. Alors, chez les jeunes, je pense que ça s'équilibre un peu plus chez les adultes, quand même. J'ai pas trop de notion, mais chez les jeunes, c'est souvent des jeunes filles qui viennent consulter. D'ailleurs, peut-être on se rappelle aussi de cette une de je crois que c'était le Parisien ou le Figaro de l'année dernière sur l'hécatombe de tentatives de suicide chez les jeunes filles. Voilà, c'était une explosion chez les jeunes filles et c'était aucun mouvement concernant les jeunes garçons. Alors que pourtant, les chiffres nationaux, du coup, 9000 personnes qui se suicident chaque année en France. 3/4 sont des hommes. Et la tranche d'âge la plus concernée, 45-54 ans. Tu fais bien de le souligner parce qu'en fait, les hommes se suicident plus que les femmes, mais les femmes font plus de tentatives de suicide, notamment chez les jeunes, en fait. Voilà. C'est malheureusement, les hommes, c'est plus létal, ouais. Mais il y a une vraie disparité dans l'accès aux soins, dans la facilité qu'ont à accéder aux soins chez les hommes.
la piste des compétences psychosociales est intéressante de comment est-ce qu'on arrive à avoir cette capacité réflexive sur soi et donc d'accéder à sa propre demande et d'accéder aux soins. Je crois qu'il y a aussi quelque chose de très genré dans comment s'exprime le mal-être. Nous, on a tendance à voir ça sur les 13-14 ans avec des jeunes ados très, très remuants dans le passage à l'acte. Ils cassent tout, c'est les garçons. Et puis les filles se scarifient, elles pleurent. Alors, c'est très, très stéréotypé ce que je raconte, mais malheureusement, c'est assez vrai. Bien que ces dernières années, ça a tendance un petit peu à s'estomper, ces différences-là, et qu'on se retrouve quand même avec des profils, avec des filles qui cassent tout, et des garçons qui se scarifient. Mais on à la fait base... jamais de généralisation. Non, tu jamais. fais bien de le préciser, mais C'est malgré tout, voilà, les stéréotypes, on la vit dur. Enfin, Oui, c'est comme ça qu'on dit. J'ai un problème avec les. Les stéréotypes, on la vie dure, et c'est comme ça qu'on vit ça. Qu'en gros, on t'apprend ça dans les services quand tu commences une carrière en santé mentale. C'est un peu ça qu'on te dit. De toute façon, ça va être des garçons, 13 ans, c'est forcément pour un trouble du comportement. Et c'est vrai que ça se retrouve assez souvent. Le genre se retrouve jusque dans l'expression de la maladie. C'est normal, j'ai envie de dire. Hein, voilà, il existe quand même des stéréotypes bien ancrés. Pourquoi est-ce que ça ne s'exprimerait pas aussi dans la pathologie, hein? On a Evelyne Ferry qui veut nous dire un petit mot. Il y a la question du genre, mais la question de l'âge, parce que c'est pas malheureusement, c'est des comportements où les personnes âgées ne sont pas comptées, notamment dans la partie suicide. En fait, quand les sentiments de solitude, le laisser aller, on prend ça pour la vieillesse ou ce genre de choses. Mais il y a beaucoup de lâcher-prise qui emmène ne plus se nourrir, ne plus se soigner. Et c'est une forme de suicide également qui n'est pas comptabilisée et qui n'est pas comptabilisable. Déjà, ce n'était pas dans leur culture non plus de parler ou d'identifier la dépression ou le mal-être, ou en tous les cas tout ce qu'on met aujourd'hui autour des différentes pathologies. Et même s'il n'y a pas de pathologie, on peut avoir aussi des idées noires, quoi qu'il en soit, sans cela, quoi. Et c'est pour ça aussi, voilà, de tout ce qui est la prévention, l'information que l'on peut faire à tous les âges, puisque c'est bien le thème aussi de ces tables rondes et des semaines d'information en santé mentale, c'est qu'il faut pouvoir en parler à tous les âges. Même tout petit, même si on ne comprend pas, si on ne met pas les mots, mais il faut éduquer, en tous les cas, à comprendre, à assimiler, et aussi quand on vieillit, parce qu'on ne sait pas mettre aussi des mots sur nos mots. Voilà. Moi, j'aimerais juste parler du CDR2. Sur le genre, pour le coup, on y est. Je crois qu'on est vraiment une grande mixité. Je pense que c'est vraiment partagé. Et même sur l'âge. Je pense qu'on a autant de jeunes filles que de jeunes garçons, que de plus âgés. Donc nous, c'est 18-60 ans, la moyenne d'âge. Donc on a un vrai équilibre. Et après, ce que j'ose espérer, c'est que pourquoi les chiffres sont plus importants chez les jeunes, j'espère que la prévention marche et qu'il y a un peu de résultats et qu'on est pour la prise en charge précoce. Et que quand même, avec toute cette prévention, beaucoup de choses sont moins tabous, qu'on en parle plus dans tous les domaines, que ce soit social, l'école ou dans les familles, et que les gens sont un peu plus informés et du coup arrivent à en parler plus facilement. Ça va être du coup le rôle des maisons des ados, des points d'accueil écoute jeunes, également des missions locales, que de renforcer cette culture de la santé mentale, de la déstigmatiser et de permettre un repérage précoce, soit du mal-être adolescent, soit de l'entrée dans la pathologie et de la prise en charge précoce du coup. Bon, vous avez tout dit. Merci beaucoup Evelyne Ferry pour cette précision. C'était vraiment essentiel. Merci d'avoir repris la parole. Maintenant, tour à la salle. Si quelqu'un veut parler, je ne sais pas si vous voulez toujours. Non. C'est par rapport à ce qu'on ressent, donc il n'y a vraiment pas de... Venez madame, s'il vous plaît. Pardon. De voir toute cette jeunesse qui
qui n'a peut-être pas eu la chance qu'on a eue, parce que nous, on a été, on n'avait pas le droit, c'était interdit, mais en fait, on avait un cadre. Alors, je pense que moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents aimants qui m'ont... Je crois qu'on doit, dans tout ce discours mental, ce qu'on doit peut-être mettre en avant, c'est l'amour, l'empathie, l'envie de faire plaisir, l'envie d'aider. Et je crois malheureusement qu'il y a beaucoup de familles où on entend, moi j'étais puéricultrice à domicile et j'ai vu des choses terribles dans dégage, tu me fais chier, enfin excusez-moi d'être vulgaire. Comment voulez-vous qu'un enfant qui traîne dans les rues arrive à se construire avec des parents qui ne leur apportent rien? Ils les font pour avoir des sous pour les allocs. C'est épouvantable. Et bon, moi j'ai eu un beau parcours professionnel, mais j'ai fait un burn-out. Et en plus, mon mari, parce que je ne vais pas être agréable, c'est certainement... j'ai une part de responsabilité, j'en suis tout à fait consciente. Mon mari m'a quittée à 60 ans. Bon, j'habitais pas en Corse, j'ai tout lâché. Je suis partie venir m'occuper de mes petits-enfants et je me suis reconstruite. Et je dois remercier, mais alors 1000 fois, le CMP parce que j'ai été hyper bien cadrée. Je voulais m'en sortir, c'est certain, mais j'ai eu des professionnels qui m'ont dit voilà madame, cette fois-ci, pour la prochaine fois, on arrive à ça. Et comme j'avais de la volonté, j'y arrivais. Et j'étais fière de moi. Et puis, je vous assure que maintenant, je suis arrivée il y a 13 ans, j'étais pas bien. Et maintenant, j'ai une patate. Alors là, je peux vous dire qu'à 74 ans, j'y crois. Hein. Je crois à la vie. Je fais du théâtre. J'ai plus peur de rien. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer? On peut... Vanessa, oui. Et oui, hein, l'obligation du... Comme ça, vous voyez les contraintes en direct. L'obligation du podcast, c'est de venir au micro à chaque fois. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Bon, je m'appelle Vanessa, j'ai 53 ans et en fait, moi, je sors d'un burn-out. Et en fait, quand je vous ai écouté, bon, déjà, vous faites un métier formidable. Enfin, je tenais à vous le dire. Mais quand on fait un burn-out, on est un peu éloigné de vos structures à vous. Et en fait, la prise en charge, elle est vraiment pluridisciplinaire. Et moi, je ne me sentais pas concernée par la santé mentale. J'ai découvert ce que c'était. J'ai mis en place mon parcours. Là, il faut soigner le corps, il faut soigner l'esprit, il faut soigner les bobos. Le burn-out, ce n'est pas une maladie. Donc, c'est très difficile. On parle de santé mentale et vous parliez de maladie, mais le burn-out n'est pas une maladie au sens de la sécurité sociale. Donc, quand vous êtes en arrêt de travail, il y a plein de problématiques. C'est-à-dire qu'en plus, on ne vous reconnaît pas malade. Donc, pour l'accepter soi-même, c'est très difficile. Mais voilà, ce que je voulais témoigner, que c'est vraiment c'est une chance de s'en sortir, c'est de se faire accompagner. Mais des fois, on est très éloigné de ça, de se dire je vais me faire accompagner. Il y a l'alerte de la famille, il y a des symptômes, mais on passe par le déni, on passe par tout un tas de choses. Et moi, il m'a fallu 6 mois pour l'accepter. Il m'a fallu 6 mois pour accepter les antidépresseurs. Parce qu'une histoire familiale avec la dépression, voilà, des croyances, des stéréotypes, etc. Mais voilà, on en sort. Mais c'est un vrai parcours. Voilà, c'est un vrai parcours et je ne pensais jamais être concernée par la santé mentale. Aujourd'hui, j'ai pris des décisions dans ma vie pour mon bien-être, pour mon équilibre familial. Ça passe par changer de métier, ça passe par réorganiser ses priorités. Aujourd'hui, j'ai les idées claires, mais au départ, quand on démarre, on n'a pas du tout les idées claires. Hein. C'est un des symptômes du burn-out, c'est qu'on ne sait plus du tout dans quelle direction aller, qui voir, qui écouter, avoir l'énergie, avoir les idées claires, se dire oui. Enfin, moi, j'ai eu la chance de tomber sur vraiment des personnes extraordinaires. Et voilà. Donc, je voulais juste témoigner aussi du burn-out parce qu'il était en introduction et que la différence avec... j'ai de la chance parce que ce que j'ai était réversible. J'ai pas de maladie... de maladie mentale, donc c'était réversible, voilà. Mais c'est difficile de démarrer un parcours parce que c'est pas une maladie, parce que quand on a fait les examens, j'avais mal partout, on a imaginé le pire, le cancer, etc. Et à un moment donné, on vous dit super, vous n'avez rien. Ouais, mais sauf que je vais mal, quoi. Donc comment je fais? Et difficile pour les médecins d'établir un diagnostic.
Voilà, j'ai dû changer plusieurs fois de médecin. La première, on m'a dit, bon, je vous mets sous antidépresseur 15 jours et puis maintenant, il faut retourner au travail, quoi. Vous croyez quoi? Je dis, ben je peux pas, voilà. Vous me tuez si je retourne au travail là, je vais mourir, quoi. Voilà, donc écouter l'entourage et puis accepter de se faire accompagner, mais c'est vraiment un parcours. Hein. C'est pas je me lève, je vais pas bien, je vais tout faire pour aller bien et ça va aller. Ça se passe pas comme ça. Voilà. C'est un vrai processus, quoi. Ouais. Vraiment. Vous avez mis en place. Oui. Et vous avez retrouvé l'espoir, du sens, la joie, une etc. identité. Oui. Moi, j'avais la chance d'avoir 3 enfants, donc ça vous oblige à vous lever le matin pour les amener à l'école, pour s'occuper d'elles, mais on peut ne pas avoir la force de le faire, on peut ne pas avoir un environnement qui vous pousse à bouger. Donc, j'ai jamais arrêté de bouger, mais je dis pas que c'était facile, mais voilà, le burn-out a ça de particulier, que en plus, c'est pas une maladie, quoi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris la parole pour ce podcast. C'est vraiment essentiel d'avoir une représentation diverse et variée de tout ce qui peut y avoir en santé mentale. On le voit bien qu'il n'y a pas un parcours un parcours tracé en santé mentale. C'est vraiment du ressenti, du personnel et avec les variabilités de l'humain font que chaque personne, chaque accompagnement, chaque vie. Donc, merci encore. Audrey, j'aimerais juste rajouter un petit mot sur le témoignage de Vanessa, où, en effet, je trouve que donc très touchant et où elle a mis le doigt sur un point très fort, l'accessibilité aux soins, qui est tout de même très difficile. Donc, il est, en fonction de son état, on a du mal à envisager l'environnement pour savoir où on va pouvoir aller s'aider. Mais encore même, une fois qu'on a identifié qu'on avait un besoin d'aide, l'accès reste difficile. Les listes d'attente sont longues, il y a des procédures administratives. Et du coup, dans les nouvelles orientations rétablissement, c'est ce qu'on met en avant, où il faut une entrée rapide, avec un délai très court. Et au C2R2, pour le coup, il n'y a pas d'orientation MDPH. C'est un libre accès, la personne elle vient, elle appelle, elle a un rendez-vous, on va dire, sous les 15 jours. Pour faciliter vraiment cet accès, parce que c'est souvent très compliqué de rentrer aussi dans le parcours du soin. C'est ça, tout à fait. Nous, on a une structure qui est ouverte depuis 4 ans maintenant. Donc, on a un peu bataillé au démarrage pour vraiment trouver un rythme de croisière, je dirais. Mais maintenant, on commence à bien fonctionner. Donc, il y a un numéro de téléphone, c'est le 04 95 10 15 60. Et donc là, vous appelez, donc dans la semaine, généralement, on donne un rendez-vous à la personne, 15 jours. Et une fois que, voilà. Et après, nous, il y a une équipe, il y a un médecin psychiatre, on a une neuropsychologue, il y a une assistante sociale, une éducatrice, et on est 3 case managers infirmiers. Et donc là, voilà, donc c'est une équipe pluridisciplinaire et on va écouter la personne et on va vraiment faire une évaluation de ses besoins, et que ça soit un burn-out ou autre chose. À partir du moment où la vie de la personne est impactée vraiment de manière, c'est pas non plus du développement personnel, quoi. Hein, c'est vraiment, il y a une souffrance quand même sévère, quoi, derrière. Hein. Dans le burn-out, c'est le cas. Hein, voilà. On a une nouvelle personne au micro. Nous te laissons la parole. Je voulais simplement compléter sur le témoignage de Vanessa qui a témoigné sur un burn-out. Elle pose la question de la légitimité du burn-out, donc notamment d'un point de vue de l'assurance maladie, mais aussi dans ses pairs. Et je trouve que dans le monde du travail, c'est pas forcément quelque chose sur laquelle on nous alerte beaucoup. Moi, je voulais simplement compléter parce que je sors aussi d'un burn-out et je suis assez jeune, donc j'ai 28 ans. Et j'avais l'impression d'avoir cette double peine où j'avais l'impression d'être trop jeune, en fait, pour faire un burn-out, parce qu'on était dans la mémoire collective où on envisage qu'avant 30 ans, c'est l'âge où on construit sa carrière, où on doit être dans la performance, où on doit faire ses preuves. Et pour rejoindre encore aussi ce que disait Audrey, c'est que je pense que dans la santé mentale et dans les pathologies, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe et pas de genre, pardon. Et c'est simplement faire cette petite précision. Et je pense que c'est important aussi de témoigner en ce sens.
Oui, la représentation en tout genre, en tout âge, c'est super important. Merci de l'avoir précisé et merci d'être venue témoigner à ce micro. Evelyne Ferry. Oui, justement, par rapport à ça, il y a une chose que les gens oublient dans le monde du travail, c'est que des arrêts de travail peuvent être requalifiés en accident de travail, notamment dans le cadre du burn-out. Et c'est cette information, en fait, qu'on ne fait pas. Parce que pour pouvoir bénéficier des prises en charge, si vous êtes reconnu en accident du travail, mais pour ça, il faut savoir aussi faire une démarche vers un psychologue ou un psychiatre qui puisse suivre. Et ça fait écho à ce que je voulais dire avant. Pas besoin d'avoir une pathologie pour aller consulter, en fait. Il ne faut pas attendre d'aller mal pour aller parler à un spécialiste. Et je trouve que quand on va bien aussi, qu'on croit aller bien, qu'il faut y aller. Parce que justement, il permet des fois d'éclairer ou des comportements. Parce que justement, quand tu dis que je fais référence à ce que tu as dit au début, où je me reconnais dans ce qu'avait décrit le fait d'être bipolaire. Quand on passe par des phases euphoriques c'est déjà des signes. Et c'est pas c'est dire, mon Dieu, je suis fou, je vais consulter. C'est pas ça, c'est je comprends pas mon comportement, j'ai besoin d'être aidée pour comprendre comment je vais. Et parce que souvent, on oublie d'écouter son corps, d'écouter sa tête. Et on agit justement, comme a dit la jeune fille qui a témoigné, voilà, il faut être performant, il faut travailler. Et on s'obstine. Et en fait, on crée notre propre malheur à s'obstiner, à pas consulter. Faire un pas, on ne va pas être en psychanalyse pendant 20 ans. Mais en tous les cas, ça permet d'obtenir ce recul et de peut-être intervenir beaucoup plus en amont et en prévention, d'apprendre à s'écouter et de franchir la porte. Et ça permet aussi donc de refaire reconnaître ces arrêts maladie qui ne permettent pas, justement, on dit, mon Dieu, de les faire requalifier en accident du travail. Honnêtement, ça vous donne du temps pour vous reconstruire et pour aller pour trouver le nouveau chemin, quoi. Evelyne Ferry et les mots justes. Voilà. Je vais finir par la débaucher parce qu'à chacun de mes podcasts, elle les termine. Merci encore pour toutes ces précisions. Toujours très pertinent et toujours essentiel de le dire. Je pense que... Bon, allez, dernier témoignage. Je suis désolée, après, nous arrêterons là et nous laisserons le mot de la fin à Pascal Miniconi de l'IREPS. Nous t'écoutons. L'écouter. Merci beaucoup. C'est un appel à l'éducation nationale, vous l'aurez compris. Dans beaucoup de nos épisodes, on appelle l'éducation nationale. Au bout d'un moment, ils finiront par les écouter, ou on leur mettra de force. Faire un épisode spécial. Oh là là, attention. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est tout autant essentiel. Alors, on va laisser un petit mot de la fin à Pascal Miniconi de l'IREPS. On le rappelle, l'IREPS qui nous permet aujourd'hui de faire cet épisode-là dans le cadre des CISM, les semaines d'information en santé mentale. Mais écoutez, tout d'abord, revenir sur la qualité des interventions tout au long de cette table ronde. Donc cette année, la thématique des semaines d'info, c'était « À tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit ».
ça questionne aussi sur la légitimité d'accéder à des services. Ça veut dire aussi qu'on a le droit de pas aller bien, d'être pas bien, on a le droit et on a la légitimité d'accéder à des services qui nous accompagnent, qui sont là pour ça. On a le droit d'ouvrir des portes, on a le droit de demander conseil, on a le droit de demander de l'aide aussi. On a le droit d'aller mal et d'être tranquille et d'être en tout cas voilà, c'est un droit. Là, on voit bien qu'il y a beaucoup de ressources. Moi, je voulais revenir également sur les ressources. Les ressources du territoire, il y en a, elles existent. Alors parfois, on peut les juger pas satisfaisantes, mais elles y sont, elles ont le mérite d'exister. Donc, d'encourager les personnes de se faire accompagner, de mobiliser ces ressources. On a aussi parlé des ressources des personnes. Les témoignages, justement, démontrent que quand on rentre dans un parcours, au final, c'est pour dévoiler ses ressources et travailler dessus. Donc, il y a les ressources du territoire, les ressources des personnes, et c'est vraiment l'occasion de revenir dessus. Et on l'a vu tout au long de cette table ronde, il y a pas mal de choses qui existent, et c'est intéressant de valoriser tout ça, parce que la santé mentale, finalement, c'est un sujet qui est assez complexe, on l'a vu, c'est difficile de témoigner, mais petit à petit, les langues commencent à se délier, et c'est intéressant de pouvoir débattre sur ces sujets. On le voit là, on aurait bien aimé continuer aussi sur les questions du travail, puisque ça nous préoccupe tous, mais en tout cas, voilà, il y a des sujets qui nous concernent, et on espère en tout cas qu'on aura contribué à montrer un petit peu ce qui existe, et faire en sorte que les accompagnements s'améliorent sur le territoire. Donc merci Audrey, merci aux intervenants, et voilà. Merci beaucoup Pascal Miniconi de l'IREPS. Je remercie le CIAS et Evelyne Ferry pour et l'accueil et pour l'ensemble des super informations d'Evelyne Ferry. Merci à Nadine Cheli, Patrick Miglias, Sophie Ettori et Laura Fro, et toutes les personnes qui ont témoigné, que ce soit en amont ou aujourd'hui. Merci à tout le monde, et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle thématique pour terminer l'épisode. Merci. Petite précision avant de vous quitter en off, retrouvez à partir de lundi l'épisode qui reprend l'intégralité des témoignages que vous avez bien voulu me confier. Encore merci. À très vite sur les réseaux sociaux, à Podcast ou Sexiste, et pour de nouvelles thématiques.